Journée mondiale de la liberté de la presse, édition 2024. La presse au service de la planète, le journalisme face à la crise environnementale. C'est le thème autour duquel se sont articulées les communications qui ont été présentées aux journalistes par une équipe de la Direction générale de l'environnement et du climat. Le thème de cette édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse vise à encourager les médias à jouer leur rôle de renforcement de la citoyenneté environnementale et également à questionner la durabilité des politiques publiques face aux périls climatiques. De façon plus spécifique, les acteurs des médias, les acteurs de l'environnement et les pouvoirs publics vont discuter des types de journalisme à valoriser au Bénin pour rendre service à la planète qui, face à une crise climatique. Cette thématique, placée en cette journée, replace l'information comme étant le moteur d'une réponse globale, transfrontalière, sectorielle et locale au règlement climatique. Aujourd'hui, ceux qui ont cette chance d'embrasser cette communication environnementale, ils ont embrassé un très bon domaine et je vous en félicite. Ce n'est pas facile. Certains ont eu déjà des formations dans ce sens, mais le ministère est à pied d'œuvre aussi pour des formations modulaires, qu'on puisse quand même intégrer ces journalistes pour que le ministère, avec tout ce que nous faisons, puisse être quand même relayé. Et c'est à cause de ça que nous avons une direction au ministère du cadre de vie et des transports qu'on appelle la direction de la promotion de l'éco-citoyenneté, qui est une direction phare et qui collabore étroitement avec les journalistes. Et je puis vous dire que les portes de cette direction sont grandement ouvertes pour que cette collaboration qui a commencé, c'est un peu timide, mais je ne dis pas timide, parce que si vous ne vous rapprochez pas du ministère, vous ne saurez pas que nous sommes aussi ouverts. Le patronat de la presse béninoise invite tous les acteurs des médias à véritablement se mettre au service de la planète. À l'endroit des dirigeants, le patronat affirme qu'il est urgent d'améliorer les conditions d'existence des entreprises de presse pour que leur mieux-être impacte la vie des professionnels des médias. À l'heure des grandes crises environnementales, le monde a besoin de médias forts, capables de révéler les histoires les plus épiques de notre planète afin d'aider à la décision. Les gouvernants se doivent donc d'accompagner véritablement les entreprises de presse dans ce service à la planète. C'est maintenant qu'il faut agir. Il est convenable de préciser que la conférence débat a été organisée conjointement par la Maison des médias, l'Observatoire de la déontologie et l'éthique dans les médias, le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel et l'Union des professionnels des médias UPMB. Nous sommes là dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail, dans le cadre duquel nous apportons les salutations du collège qui vient nouvellement d'être élu au Burkina, désigné par le président depuis le 1er février. Par courtoisie de voisinage, c'était une obligation pour nous d'être là. Nous sommes là aussi pour recevoir l'expérience, j'allais dire qu'il date de longues années, dans la coopération entre les deux pays. Donc nous avons une séance de travail fort enrichissante où certainement nous donnons le peu que nous avons et nous recevons aussi l'expérience des différentes réussites engrangées par l'équipe du Bénin. Nous aussi, notre Conseil supérieur de la communication au Burkina a bientôt 30 ans, comme la HAC du Bénin. Donc il y a forcément des expériences partagées. Et sur certains endroits, notamment techniques, notamment au niveau législatif, les textes sont différents, mais les finalités sont les mêmes. Et donc il y a quelques tournures qu'on prend et forcément on s'enrichit. Que notre travail participe aussi au progrès de la presse. Maintenant, comme vous le savez, les régulateurs sont là, pas pour contraindre la presse,
Mais comme par définition, toute liberté est celle qui s'accepte elle-même des limites. Nous sommes là pour les limites parce que toute communication a un pan assez dangereux qu'on ne doit pas laisser. Et puis, ce n'est pas les régulateurs qui se sont donné les pouvoirs, ce sont les constitutions des différents pays qui nous ont octroyé des places pour jouer un rôle social, un rôle légal, un rôle même de légitimité dans la prise de parole. Il faut qu'il y ait des contraintes pour sauvegarder le vivre ensemble. J'apprécie à sa juste valeur le sens de responsabilité qui a été dégagé, à sa juste valeur aussi la maîtrise des différents sujets. Et donc oui, c'est ce sentiment-là. Ajouter à tout cela le rapport humain. Après tout, ce sont des humains qui travaillent ensemble pour le bien des humains et ce côté humain aussi est marquant. Et je voudrais donc officiellement vous remercier et remercier nos homologues du Bénin. Je voudrais d'abord dire dans un premier temps que ce n'est pas une cherté de la vie au Bénin, c'est une cherté de la vie mondiale. Dans tous les pays du monde, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Chine, que ce soit en Inde, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit au Togo, que ce soit au Nigeria, la vie est beaucoup plus chère aujourd'hui. Parce que, à un moment, le monde entier est rentré dans une phase de difficulté et de succession d'événements qui n'ont pas permis aux acteurs qui fournissent un certain nombre de produits de base, d'intrants, de produits suffisamment pour que tout le monde, pour que l'économie se poursuive comme c'était avant. D'accord ? Il y a eu la Covid et la Chine, qui est le marché du monde, ne pouvait plus produire un certain nombre de choses. Il y a eu la guerre avec l'Ukraine. L'Ukraine qui fournissait un certain nombre d'engrais ne pouvait plus sortir ça. Du coup, il y a eu un ensemble d'événements qui font qu'aujourd'hui, la vie est chère. Le gasoil est plus cher. Le gasoil étant plus cher depuis la période de la Covid, pour transporter ceux dont nous avons besoin des pays où on les importe jusqu'à chez nous, ça coûte beaucoup plus cher. Les transporteurs maritimes ont multiplié, doublé les coûts de transport. D'accord ? Donc, tout a augmenté. C'est le monde entier qui est assujetti à cela. Ce n'est pas une histoire du Bénin, ce n'est pas le Bénin qui vit quelque chose, c'est le monde entier qui vit une période, qui est rentré dans une période de crise un peu et de cherté de la vie. Quand vous dites, papa dit, demain vous aurez faim. Demain, vous aurez faim. Voilà ce qui me reste pour nous. Ne donnez surtout pas aux voisins. Ou avant de donner aux voisins, il faut me dire, je vais regarder comment vous donnez aux voisins. Vous dites, oh papa, il est méchant. Ah non, papa, non. Nous, si on donne aux voisins, si on vend aux voisins, on aura de l'argent. Maintenant, vous vendez aux voisins. Quand arrive les temps que le papa voyait venir, vous dites, oh papa est le plus méchant. Mais papa a fait tout ce qu'il fallait qu'il fasse au moment où il devait le faire pour vous éviter de vivre cette situation-là. Donc, si maintenant papa dit, dorénavant, si je dis que c'est comme ça le comportement qu'il faut avoir pour préserver notre consommation d'abord, est-ce qu'on va suivre? Est-ce qu'on va respecter? Quel est notre choix en tant que citoyen? C'est à cela que je voudrais qu'on s'interpelle nous-mêmes. Ce n'est pas une question de vendre affamé. On dit, un journaliste me demandait, le gouvernement devait anticiper, mais il a anticipé. Le gouvernement a anticipé. En ayant de l'engrais à disposition, en fournissant de l'engrais aux paysans pour qu'ils puissent récolter et puissent planter en quantité suffisante pour nous. Le gouvernement a joué son rôle. Et lorsqu'ils ont produit, on a produit plus que nos propres besoins, le gouvernement a joué son rôle. Ce n'est pas comme si nous n'avions pas produit suffisamment. Ce que nous n'avons pas vu, que le gouvernement avait vu. Et pour raison pour laquelle le gouvernement a dit ne sortez pas nos produits, c'est que le gouvernement voit ce qui se passe dans les pays autour de nous et voit les conséquences que ça va avoir sur nous directement. Autour de nous, au Niger, au Burkina Faso, on va même dire que le Mali est plus loin. Les pays avec qui on a frontière tout de suite. Je ne vais pas citer notre grand voisin et notre petit voisin. Encore plus petits voisins. Dans ces pays-là, la production de céréales a complètement diminué.
Au Niger et au Burkina Faso, il y a des zones entières qui ne peuvent plus être cultivées à cause du terrorisme, de l'insécurité. Les paysans se sont déplacés, les populations se sont déplacées. Donc comment elles vont faire? Elles ont besoin de consommer davantage, plus que ce qu'elles nous prenaient habituellement. Au moins avant, elles produisaient un peu. Maintenant là, comme elles ne peuvent plus produire la quantité nécessaire, elles sont obligées de puiser encore plus dans nos stocks à nous. Le grand voisin, pareil, ne produit plus suffisamment pour ses enfants. Donc quand il vient ici, comme ils peuvent vendre ça cher chez eux, ils disent non, ok, vous vendez ça à 200 francs, vous ne voulez pas vendre. Nous, on vous prend ça à 400 francs. Nous, on vous prend ça à 600 francs. Le paysan vend. Au Togo, les résultats provisoires des élections ont été publiés. 4 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes le 29 avril pour élire 179 conseillers régionaux et 113 députés. Ces résultats donnent largement vainqueur le parti au pouvoir, l'Union pour la République, qui rafle 108 sièges, soit près de 96% des sièges à l'Assemblée nationale, contre 5 sièges seulement pour l'opposition, avec un taux de participation de 61% selon les chiffres du président de la commission électorale, Dago Yabré. L'opposition a dénoncé plusieurs anomalies dont des bourrages d'urnes documentés sur des vidéos partagées sur les réseaux sociaux. 323 partis, regroupements de partis politiques ou candidats indépendants étaient en lice pour ces élections législatives contre 241 listes pour les élections régionales. Ce scrutin s'est déroulé dans un contexte très tendu, marqué par le vote d'une nouvelle constitution par l'Assemblée sortante. L'élection avait été reportée à 2 reprises en raison de la réaction de certains partis d'opposition qui considérait les modifications constitutionnelles comme une manœuvre visant à maintenir Faure Gnassingbé à la tête du pays à vie. Chief Arok-John inspecte les jeunes plants de cacao dans sa plantation à Mouyouka, dans le sud-ouest du Cameroun, pour éviter que la maladie fongique des cabosses noires ne décime sa récolte. Cette récolte partira au Nigeria. L'année dernière, le Cameroun avait interdit les exportations de cacao vers le Nigeria, accusé de siphonner la production de cette région. La majeure partie du cacao était destinée au Nigeria, mais la forte demande est due à la rivalité entre nos acheteurs locaux et les acheteurs nigérians, si bien que les prix ont augmenté principalement à cause de cette concurrence. Le cacao se fait rare sur le marché international. Le prix de l'or brun avait atteint de nouveaux records historiques fin mars, dépassant les 10 000 $ la tonne, propulsés par les pénuries d'approvisionnement dues aux mauvaises récoltes. Les 3 pays producteurs, le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Cameroun, ont connu des conditions climatiques qui ont eu un impact négatif sur la production. Pour les chocolatiers de Douala, les produits chocolatés purs connaîtront les plus fortes hausses de prix. Parce que pour nous, par exemple, on utilise dans nos chocolats, on a pratiquement 60 à 80%. Pour certains chocolats, plus de 90% de cacao. Donc quand il devient 6 fois plus cher, 7 fois plus cher, ça suppose que ça impacte au moins 5 fois, ça multiplie au moins par 5 le prix de la tablette. Si on fait cette augmentation qui est de 500 à 600%, le client ne pourra pas absorber. Et si le client ne peut pas absorber, il ne vend pas et on va donc fermer. Le gouvernement camerounais a promis de durcir les conditions d'exportation du cacao sous forme de fèves brutes pour éviter que les multinationales ne détruisent le marché local. En République démocratique du Congo, le gouvernement a demandé l'ouverture d'une enquête sur le cardinal Fridolin Ambongo, le plus haut dignitaire religieux du pays. Le cardinal est accusé d'avoir fait des déclarations séditieuses sur la guerre en cours dans l'est de la RDC, suscitant la colère des partisans de Félix Tshisekedi. Le cardinal a tenu des propos qui nous ont profondément blessés. Il est question de notre pays. S'il était un vrai citoyen congolais, il ne ferait pas de telles déclarations. Il est censé motiver les gens à l'église. Il n'y a personne qui est au-dessus de la loi. Le cardinal, c'est un clergé. Il a son statut. Peut-être que l'État ne connaît pas. Mais selon la Constitution, personne n'est au-dessus de la loi. Il n'est pas le premier à critiquer le pouvoir, ni le dernier. L'impasse entre le cardinal Fridolin Ambongo et le système judiciaire congolais est suivie de près par le Vatican. L'archevêque de Kinshasa est l'une des figures de proue du pape François sur le continent africain et membre du C9 parmi les cardinaux les plus proches conseillers du souverain pontife. Depuis des décennies, l'Église catholique de RDC critique ouvertement la corruption, les violations des droits de l'homme et la mauvaise gouvernance.
De nombreux catholiques considèrent l'enquête du gouvernement sur le cardinal Ambongo comme un sacrilège. Cette décision risque de provoquer des divisions alors que la RDC peine à mettre fin à la guerre qui sévit dans l'est du pays. Chris Ochamringa, Africa News, Kinshasa. Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies a alerté sur l'imminence de la famine au Darfour. Les civils d'El Fasher sont déjà confrontés à des niveaux de faim dévastateurs alors que les convois d'aide en provenance du poste frontière tchadien de Tiné sont bloqués. Nos appels en faveur d'un accès humanitaire au point chaud du conflit au Soudan n'ont jamais été aussi cruciaux. Le Programme alimentaire mondial a besoin de toute urgence d'un accès sans restriction et de garanties de sécurité pour fournir une assistance aux familles qui luttent pour leur survie dans un contexte de violence dévastatrice. Nous devons être en mesure d'utiliser le poste frontière d'Adré et d'acheminer l'aide à travers les lignes de front depuis Port-Soudan afin de pouvoir atteindre les populations dans toute la région du Darfour. Au cours des 6 dernières semaines, le Programme alimentaire mondial a fourni une aide alimentaire et nutritionnelle d'urgence à plus de 300 000 personnes dans le nord, l'ouest et le centre du Darfour en utilisant les postes de frontière de Tiné et Adré et une route transversale depuis Port-Soudan. Tous ces accès sont désormais bloqués. Nichée au cœur d'une forêt luxuriante, l'église Abouné Tekle Haymanot est perçue par les Éthiopiens comme étant un lieu empreint de sérénité et de sacralité. Les chrétiens orthodoxes d'Éthiopie sont venus célébrer le Vendredi Saint. Ils commémorent la résurrection de Jésus et célèbrent la fin d'un jeûne de 2 mois connu sous le nom de Houdadé ou Abietsom. À l'église Kidous Gabriel, Megabi Hadis Lik Mariam a dirigé le service en se distinguant par sa tenue dorée. Il est écrit dans la première épître aux Corinthiens que le Christ est ressuscité d'entre les morts et qu'il est devenu lui-même un des prémices de ceux qui se sont endormis. Nous célébrons la date à laquelle notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. En disant cela, nous témoignons de la résurrection de Jésus-Christ dans ce service et nous soulignons que, tout comme il a été ressuscité, nous les croyants ressusciterons également. La plupart des églises occidentales ont célébré Pâques le 31 mars, tandis que les églises orthodoxes orientales suivent l'ancien calendrier julien et célèbrent Pâques le 5 mai. Malgré une panne d'électricité pendant le service, les fidèles ont poursuivi leurs prières en utilisant des bougies pour s'éclairer. Plusieurs dizaines de chefs d'État et de gouvernements de nations à majorité musulmane se sont rassemblés à Banjul en Gambie pour assister au 15e sommet de l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI. La clôture de la réunion prévue ce dimanche devrait être marquée par l'adoption d'une résolution concernant la situation à Gaza. Il est essentiel d'aborder le conflit qui perdure en Palestine et la guerre dévastatrice qui frappe la bande de Gaza. Ces combats ont causé d'interminables souffrances humaines depuis plus de 75 ans. 57 États membres sont réunis à ce sommet qui vise à encourager la coopération dans divers domaines tels que l'économie, la culture et la science, avec le soutien de la Banque islamique de développement. La préservation des lieux saints de l'islam et le soutien au peuple palestinien et ouïghour font partie des principaux sujets du sommet. Nous sommes solidaires de l'Afrique du Sud au même titre que tous ceux qui prônent la justice et la responsabilité, et nous nous engageons à soutenir leurs efforts pour demander des réparations en faveur des victimes des atrocités commises par Israël. L'OCI vise à protéger et sauvegarder les intérêts du monde musulman en promouvant la paix et l'harmonie mondiale. Ces 3 principaux organes sont le sommet des chefs d'État, le Conseil des ministres des Affaires étrangères et le secrétariat général. Le président gambien restera à la tête de l'OCI pour les 3 prochaines années. Le Kenya pourrait être frappé par le cyclone Idaya dans les jours à venir. L'alarme a été sonnée par le président William Ruto vendredi dans son discours sur l'état de la nation. Le département météorologique et le centre d'application des prévisions climatiques de l'IGAD
ont lancé un avertissement sévère. Le Kenya pourrait être confronté à son tout premier cyclone. Ce cyclone, baptisé Idaya, pourrait frapper à tout moment et provoquer des pluies torrentielles, des vents violents et des vagues puissantes et dangereuses, susceptibles de perturber les activités marines dans l'océan Indien et les établissements humains le long de la côte kenyane. C'est tout sauf une bonne nouvelle pour ce pays déjà en proie aux inondations qui ont entraîné notamment la prolongation des vacances scolaires, alors que le bilan humain et matériel ne cesse de s'alourdir. Les chiffres publiés vendredi par le président kenyan William Ruto font état de plus de 200 morts. Les pluies torrentielles persistantes ont déclenché des inondations dévastatrices qui ont fait 210 victimes à ce jour. Elles ont également fait de nombreux blessés et ravagé les biens, les infrastructures et les moyens de subsistance. Aucun coin de notre pays n'a été épargné par ces ravages. La date de réouverture de nos écoles après les vacances d'avril, qui était prévue pour lundi cette semaine, a dû être modifiée. Au moins 150 000 personnes ont été obligées de quitter leurs habitations par les eaux en furie. Elles vivent désormais dans des camps à travers le pays. Plus de 8 millions de Tchadiens sont appelés aux urnes ce lundi pour une élection présidentielle censée mettre un terme à la transition entamée au lendemain de la mort du président Idriss Déby Itno, tué lors de combats avec les rebelles en avril 2021. Deux candidats se détachent, le président de la transition, le général Mohamed Idriss Déby, et Success Masra, ancien opposant arrêté à plusieurs reprises par le régime Déby et qui a été nommé Premier ministre en décembre dernier. Le Tchad fait partie des pays ouest-africains qui ont connu des coups d'État au cours des 4 dernières années. Ce 6 mai, il sera le premier pays au Sahel à organiser des élections. Le paysage politique au Tchad s'anime alors que les élections présidentielles approchent à grands pas. Parmi les 10 candidats en lice, 3 personnalités se démarquent, chacune avec son propre parcours et ses promesses pour l'avenir du Tchad, actuellement sous régime militaire. Mohamed Idriss Déby, qui s'est emparé du pouvoir en avril 2021, prenant le titre de président par intérim, après la mort de son père, Idriss Déby, se présente à la présidentielle. Soutenu par le parti au pouvoir, le mouvement patriotique du Salut, son programme promet de mettre l'accent sur la sécurité, de renforcer l'état de droit et d'augmenter la production d'électricité. Success Masra, actuel Premier ministre du Tchad, briguant la présidentielle sous la bannière des transformateurs, un parti qu'il a fondé en 2018. Un temps fervent opposant à la junte, il a fait un retour d'exil remarqué l'année dernière en acceptant le poste de Premier ministre dans le gouvernement intérimaire. Son retour marque un tournant dans la politique tchadienne alors qu'il promet un mandat de proximité et des réformes en profondeur. Albert Pahimi Padak émerge aussi comme un sérieux concurrent. Ancien Premier ministre et allié de l'ancien président Idriss Déby, Padak a été nommé Premier ministre par le gouvernement militaire de transition après la mort de Déby. Son programme, axé sur le renforcement de la sécurité et la réforme du système judiciaire, suscite l'intérêt des électeurs. C'est donc lundi 6 mai que l'avenir du Tchad va se jouer avec la lutte antiterroriste en tête des préoccupations nationales.